Alors, en termes de caméra, je pense qu'on est bon. En termes de qualité sonore, est-ce que nous sommes dans une situation adéquate? Salut à tous et bienvenue dans ce débrief hebdo, je suis ravi de vous retrouver. Et oui, le CAC 40 me donne le tournis. L'euro-dollar d'une belle performance, il me gratifie. Le SP500, je n'ai pas pris. Les cryptos, je me méfie. Voilà, on va tout faire en I et en alexandrin. Je pense qu'on va passer un bon moment en ce dimanche. Le CAC 40, je ne vous le cache pas, j'allais dire me casse les... Couille, tu peux le dire, couille. Voilà. Vous le savez, je ne vous cache rien, je le travaille à la vente sous les 7700 points. Nous sommes toujours dans ce vieux range depuis des mois et des mois et des mois, j'ai l'impression que ça fait même une éternité, tout en retenant, en se rappelant qu'on vient de 8200 points là-haut, donc nous sommes toujours dans une tendance de fond qui est baissière. Donc je privilégie les ventes sur résistance, et à chaque fois qu'on remonte sur ces zones de résistance, bam, ça retombe. En plus de ça, cette semaine, j'ai quand même été aidé par LVMH, la plus grosse pondération du CAC 40, d'autant plus que lorsqu'il y a la plus grosse pondération du CAC, entraîne dans son sillage l'ensemble des valeurs du secteur, que ce soit L'Oréal, Kering, Hermès, et LVMH a fait une mauvaise publication, baisse de 3% de son chiffre d'affaires, mais c'est surtout les inquiétudes à l'avenir liées à la croissance chinoise. Et ça inquiète le marché. D'ailleurs, en Chine, cette semaine, on a eu une croissance sur le trimestre de 4,6% contre 4,7% le trimestre précédent. On est quand même bien en dessous des 5% que s'est fixé le gouvernement chinois en objectif cette année. D'ailleurs, le ralentissement est tellement important que la Chine a annoncé un méga plan de relance, jamais plus gros plan de relance depuis le Covid, en promettant même de lourdes dépenses budgétaires. D'ailleurs, la Chine, si tu as besoin un peu d'aide, tu peux appeler la France. Nous, on est bon pour les dépenses budgétaires partout, ça c'est pas mal. Ah pardon, on n'a pas, non, on a dit qu'il fallait pas parler. On parlera pas de la flat tax du coup, non? Non, la flat tax qui augmente, et ce de manière rétroactive. Ah, mais c'est pas rétroactif sur les 10 années précédentes? Ah, mais c'est bon alors, ça va. C'est juste rétroactif sur 2024, on est bon, c'est bon. Donc tout ça fait que ça accentue la baisse sur le CAC 40 de manière tout à fait logique, même sous les 7500 points. Donc qu'est-ce que je fais quand le marché me donne raison? Je le charbonne. Et en l'occurrence, je l'ai éclaté le CAC. Et puis, disons que la suite, c'est pas tout à fait passé comme prévu. Non, non, non. Tout a remonté d'un coup, pas quasiment d'un coup. Et je me suis fait éclater ma race. Non, c'est pas vrai. Non, du coup, à chaque fois que je vends, vu qu'il y a un flux baissier qui est en train de se mettre en place, et ben assez rapidement, dans la mesure où on sait très bien qu'on est dans un marché un petit peu schizophrène et qui ne bouge plus, en l'occurrence sur le CAC depuis maintenant des mois, faut faire gaffe parce qu'il est capable de tout retracer à la hausse. Et inversement, quand on a des signaux d'achat, d'ailleurs on l'avait vu il y a 2 semaines lors de l'annonce du plan de relance en Chine, on était passé au-dessus des 7007, et puis derrière finalement en 2 jours il a intégralement tout retracé, on a même fait des nouveaux plus bas. Bref, donc du coup, vigilance oblige, on sécurise les nouvelles positions, les nouveaux renforts, et ben je me suis fait tout sortir au cours d'entrée progressivement. Alors j'ai encore une petite position à la vente swing sur le CAC, parce que je reste toujours dans cette ligne directrice vendeuse sous 7700 points. Pourquoi une telle remontada? Ça pourrait éventuellement s'expliquer, puisqu'on a eu cette semaine la Banque Centrale Européenne qui s'est exprimée, qui a fait sa baisse des taux, c'était complètement prévu, on est passé de 3,5 à 3,25% de taux d'intérêt. L'inflation baisse même sous son objectif qu'elle s'était fixé, je rappelle, de 2%, on est à 1,7% d'inflation, donc tout va bien, on a même les prix qui baissent, en tout cas qui montent moins vite. Non, parce qu'en fait les prix baissent pas, c'est juste qu'ils montent moins vite. Ça c'est quand même une nuance relativement importante. Et du coup, il n'y a pas vraiment de nouvelle baisse des taux qui est prévue avant 2025, autant te dire, on était d'ailleurs en live Twitch ensemble au cours de ce super discours de Madame Lagarde qui a duré plus de 15 minutes, 2 fois plus que celui de la Fed. Data dépendante, meeting by meeting, autrement dit, en fait, on n'en sait rien. Donc le marché ne price pas de nouvelles baisses des taux d'ici la fin de l'année, puisqu'il ne reste qu'une réunion, de toute façon. Pour autant, en 2025, le marché prévoit 100% de certitude que la BCE va faire une baisse des taux à chaque réunion. Voilà, à chaque réunion, on fait une nouvelle baisse des taux de 25 points de base. Donc effectivement, le marché se dit, bon, les publications de LVMH, c'est pas grave, c'est le passé, c'était pas bon. La Chine, c'est pas bon, mais avec son plan de relance, ça va repartir. Et en zone euro, finalement, tout va bien, il y a de la croissance, il y a plus d'inflation, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ajoutons à cette publication de LVMH, nous avons également Pernod Ricard. Alors, Pernod Ricard, c'est forcément un poids beaucoup moins important
dans le CAC 40 que LVMH, un peu plus de 1%. Et ben Pernod Ricard continue à se faire déboîter. Heureusement qu'on a quand même du Ricard pour oublier. Les ventes du premier trimestre, puisqu'elle a déjà commencé son premier trimestre d'exercice fiscal, étaient moins bonnes que prévu. Les ventes ont baissé quand même de quasiment 6%. Va peut-être falloir se remettre à boire de l'alcool. Non, pardon, tu peux mettre en dessous l'alcool à consommer avec modération, tout ça. Putain, on va se faire emmerder encore. Pourquoi? C'est quoi le problème avec l'alcool? Pour autant, Pernod Ricard s'est dit non, pas de problème, on va viser encore une croissance de nos ventes d'ici la fin de l'année, enfin de son exercice fiscal. L'action a quasiment perdu 45% en un an. Tiens, et puis puisqu'on parle de Ricard, hein, parlons de Nestlé. Là, on va plutôt direction la Suisse. L'action a perdu 30% en un an et le groupe a abaissé ses objectifs. Je cite de la part de la... Alors peut-être que tu fasses une pause, là, t'es en train de tout péter, là. Bon, qu'est-ce qu'il a dit, le patron, là? La demande des consommateurs s'est affaiblie ces derniers mois, et nous nous attendons à ce que l'environnement de la demande reste faible. Tout ça pour dire ça. Et puis, tiens, en termes de publication, et tu vas voir quand même le truc de ouf, ça arrive très rarement. Je me souviens même plus la dernière fois que c'était arrivé, enfin, pour te dire. Pourtant, ça fait 20 ans que je fais ça. Et ça, à mon avis, je veux pas balancer, mais je pense que j'ai le nom de la personne qui l'a faite. Faut que j'envoie ça. Alors attends. Putain, c'est tout rouge. C'est pourri ce truc là? Attends, l'indicateur spécial. Hop, voilà, ça te paraît mieux. Alors attends, je vais tout vendre d'abord. Hein. Oh merde! Putain, j'ai publié quoi? Bon écoute, je vais m'acheter du Ricard. Moi, en attendant, c'est pas cher. Hein. Donc voilà, oui, effectivement, Marcel a envoyé la publication d'ASML et l'a fait un jour avant. T'imagines pas le bronxon, l'action a perdu 15%. Sachant qu'en plus, la publication était pas bonne, hein, elle a mis en garde, je rappelle qu'on est dans le domaine des semi-conducteurs, donc elle a mis en garde contre la faiblesse de la demande en semi-conducteurs dans les mois à venir. Donc autant te dire que ça a fait écho sur l'ensemble des semi-conducteurs. Et qui est-ce qu'il y a dans l'ensemble des semi-conducteurs? The big one, the number one qui tire tout le marché depuis maintenant des mois. Nvidia. Petit tremblement de terre. Le lendemain, alors d'ailleurs il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient posé la question, oui mais XAB, moins 15%, ça s'achète et tout. C'est pas parce que ça a beaucoup baissé qu'il y a plus de chances que ça monte. Hein. Le lendemain elle a perdu 5%. Et ASML en plus a réduit forcément ses perspectives pour les années à venir. Enfin, sur l'année prochaine, pardon, je me suis un petit peu emballé. Sachant qu'elle a annoncé, les commandes ne sont que à la moitié de ce qu'attendaient les investisseurs. C'est quand même pas très jojo. Hein. Bref, je me suis un petit peu éparpillé sur d'autres publications d'entreprises, mais comme ça vous permet de comprendre aussi le contexte. Hein. Tout ne va pas forcément bien dans le meilleur des mondes. Pour autant, le CAC 40 remonte. Je ne change pas de ligne directrice. D'un point de vue technique, de toute façon, rien n'a changé. On est toujours dans un rang de tendance précédente baissière, je vends sous 7007 dès que j'ai des signaux. Et donc maintenant que j'ai allégé pendant la remontée à mes dépens, et qu'il n'y a pas de meilleure visibilité aujourd'hui qu'hier, donc d'un point de vue fondamental et de contexte, et quand bien même on a des petites reprises avec la fameuse excès là, de la relance chinoise il y a 2 semaines, à chaque fois ça retombe. Donc je vais continuer à le faire. Et puis effectivement, l'euro-dollar m'a gratifié d'une très belle performance cette semaine. Ça fait maintenant plusieurs semaines, même plusieurs mois que je vous en parle, de vendre cette board haute zone de résistance qu'on a maintenant depuis plus d'1 an et demi, 1,11, 1,12, pendant quasiment 2 mois on l'a testé, et là pendant 2 semaines on a eu un énorme flux baissier, et là je l'ai charbonné à la vente tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc aidé probablement par la Banque Centrale Européenne qui baisse ses taux et qui est plutôt favorable à continuer à les baisser avec ses prévisions d'inflation qui sont plutôt optimistes, donc ça fait baisser l'euro. Et d'un autre côté, la Fed qui elle pourrait ne faire peut-être même qu'une seule baisse des taux d'ici la fin de l'année, parce qu'on a eu justement cette semaine les ventes au détail aux États-Unis, ce qui mesure la consommation des consommateurs, savoir est-ce qu'elle est vigoureuse ou pas, dynamique ou pas, solide ou pas. Bon bref, t'as compris. Vente au détail meilleure que prévu, ça voudrait dire que vu qu'il y a de la consommation, la Fed n'a pas besoin de baisser ses taux directeurs. Et donc on a un dollar qui remonte, donc forcément ça affaiblit encore un peu plus l'euro-dollar. Donc merci la BCE et la Fed. Donc j'ai charbonné jusqu'à 1,0860 qui était mon gros objectif swing, qui correspond à peu près à la moitié de ce gros range dans lequel on évolue depuis maintenant des mois et des mois. J'ai encore une position à la vente puisque j'ai coupé la moitié. Très belle perf, j'arrête de le charbonner à la vente, mais je vise toujours un objectif plus ambitieux en bas de range. D'ailleurs, tiens, FT, si tu peux me relancer la minute. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Je vous avais parlé du CAC 40, je persévère parce que le marché ne me donne ni tort ni raison, je suis obligé de continuer à le travailler selon la ligne directrice que je me suis imposée. Par contre, j'y vais en daily.
à chaque rebond. Ça sert à rien d'essayer toute la journée d'optimiser les prix d'entrée et tout. Je fais que du swing là-dessus, donc que du daily. Alors, vous me direz, oui, mais tu devrais peut-être plus prendre des objectifs plus rapprochés, ce qui permettra de faire de la perf, de mieux travailler ta position, etc. Mais vu que je fais du swing, je reste en swing. Et puis, bah, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est pas bien grave, hein, je m'énerve pas, tant pis. C'est le marché qui a toujours raison. Et on doit faire avec ce que le marché nous donne. Par contre, quand le marché te donne raison, comme sur l'euro-dollar, eh ben, je le lâche pas. Et à l'inverse, j'empile. Et j'y vais. Parce que quand il y a des mouvements francs comme ça, des flux très importants, en plus, quand le marché te donne raison dans la ligne directrice que tu t'étais imposée, bah c'est à ce moment-là qu'il faut faire de la performance. Rodolphe, vous en avez parlé ces derniers mois avec le gold, travailler à fond à l'achat parce qu'il y avait un flux qui était en train d'être mis en place. Bah aujourd'hui, on est sur des ATH sur le gold. Donc ça, c'est important de pas vraiment s'acharner finalement et d'être plutôt cool et tolérant avec ce que fait le marché sur un scénario qu'on s'est fixé, comme par exemple sur le CAC, qui a très bien fonctionné d'ailleurs de 8200 à 7003, mais depuis des mois, on est coincé entre 7003 et 7007. Qu'est-ce que tu veux que je fasse le plus? À l'inverse, sur l'euro-dollar, le marché te donne raison, faut pas juste se dire « Ah, c'est cool, ça part dans mon sens ». Non, c'est là qu'il faut bosser. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qu'on a tendance à oublier. C'est pas juste « je clique ». Je gagne ou je perds. Il y a tout derrière un processus de discipline qu'on doit s'imposer au quotidien. Alors effectivement, on ne peut pas en dire autant sur le SP500. Je l'avais super bien travaillé à la vente au mois de juillet, il avait perdu 15%. J'avais refait la même chose au mois de septembre, il a perdu 5%. J'attendais autour des 5600, 5640 pour pouvoir le revendre. Et puis, depuis, j'ai absolument aucun signal baissier, donc je ne peux pas le charbonner. Je suis sur la touche, je l'ai laissé filer. Par souci de timing, hein, je ne vais pas acheter une zone que j'avais vendue et sur laquelle le marché à 2 reprises s'est boité. De valorisation, j'estime que les niveaux de valorisation sur les niveaux actuels, ils sont pas dingues. De risque géopolitique, vous le savez. Et puis, en termes de révision, comme on l'a vu cette semaine, par exemple avec ASML, les perspectives sur les semi-conducteurs, on a l'impression qu'on a peut-être atteint un plafond. Ou un plateau, mais en tout cas, au moins, ça va latéraliser. Et ben tout ça, c'est un mauvais choix. Je ne charbonne pas, il me donne tort, je place tout simplement une alerte sous 5800 points. Alors encore une fois, on me dit, ouais, mais tu devrais l'acheter parce que... Je dis, non, mais je suis pas à l'aise tout simplement en fait sur ces niveaux-là. Après, chacun fait comme il veut. Si de votre côté, vous êtes à l'aise à payer ces niveaux-là, à continuer à travailler l'achat et ça marche pour vous, continuez à le faire. Et c'est le bon choix. En tout cas, tant qu'on est au-dessus des 5008, c'est clair et net. Sous 5008, eh ben, je reprendrai ma casquette rouge à ce moment-là, mais pour le moment, je le laisse de côté. Je vais revenir quand même sur les publications parce que toutes les publications ne sont pas dégueulasses. On a eu par exemple Netflix cette semaine qui a publié, qui a sur le trimestre 5 millions de nouveaux abonnés, d'abonnés supplémentaires alors qu'on attendait simplement 4 millions. Et on sait que le nombre d'abonnés, c'est le nerf de la guerre pour faire du résultat et du chiffre. Résultat net quand même plus 41% sur la période, c'est énorme. Légèrement supérieur aux 6% de croissance attendue par Wall Street. Tu peux supérieur. De son côté, Warren Buffett, lui, continue d'alléger Bank of America, qui a d'ailleurs suffisamment racheté de ses propres actions pour ramener sa participation au-dessus de 10%. Oui, les règles américaines, si tu as plus de 10% d'une entreprise, tu dois dévoiler toutes tes transactions dans un délai de quelques jours. Alors, il y a le pétrole dans ces prochains jours, prochaines semaines aussi que je vais surveiller sur cette zone des 70-72 $. Grosse borne basse d'un énorme range weekly là aussi, qui avait suscité une très belle réaction il y a 2 semaines. D'ailleurs, je l'avais travaillé à l'achat à ce moment-là, jusqu'à 80-82. Et là, c'est en train de retomber sur cette même zone des 70-72 $. Ça, c'est lié aussi aux tensions géopolitiques qui peuvent impacter tout ce qui tourne autour du pétrole. Mais attention, va vraiment falloir attendre un signal parce que l'OPEP revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année et l'année prochaine. Et ça, c'est pour le 3e mois consécutif qu'elle fait ça. La consommation de pétrole devra augmenter d'environ 2%. Et selon ses estimations, ça ferait un peu plus de 100 000 barils de moins consommés par jour. Donc l'OPEP va se réunir début décembre pour savoir est-ce qu'ils révisent ou pas leur objectif de production. Parce qu'ils ont le pouvoir de jouer sur, justement, ils augmentent leur production et réduisent leur production pour pouvoir jouer sur les prix. Bref, j'ai le doigt sur la gâchette, sur le pétrole, sur cette zone-là. Je propose de lancer la rubrique bam bam bam, c'est le bordel, j'en balance de partout. La FDJ, Française des Jeux, a publié, meilleur que prévu, relèvement de perspective pour 2024. Croissance de son chiffre d'affaires,
9%. C'est ce qu'elle vise. Taïwan Semi-Conducteur, hausse de 54% de son bénéfice net pour le troisième trimestre. Eramet, alors Eramet c'est catastrophique. Réduction de ses objectifs de production en nickel et en manganèse. L'action elle a perdu 50% déjà en quelques mois. Il faut savoir que aussi il y aura moins de rachats d'actions en cette période de publication de résultats. Je vous rappelle, c'est les 2 plus grosses semaines de Wall Street qui arrivent. En fait, pendant cette période de publication de résultats, tu as l'interdiction de racheter tes propres actions avant et quelques jours après ta publication. Je pense que c'est pour éviter, bien évidemment, ce qu'on appelle un peu le délit d'initié, parce que tu sais ce que tu vas publier à l'avance, donc tu vas dire, tiens, je vais racheter mes actions un petit peu avant, on va publier des chiffres de ouf, et bam, du coup, on en profite. Ah non, ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça qu'aussi, t'as pas le droit de racheter tes propres actions quelques jours après une publication dégueulasse. Sinon, ce serait trop facile. Marcel, est-ce que tu peux m'envoyer une publication dégueulasse et après on rachète tout, hein, comme ça on s'emmerde pas. Et puis concernant Wall Street, oui, l'optimisme est à son maximal, et vous le voyez ici sur ce graphique. C'est la plus forte hausse de l'optimisme de Wall Street depuis juin 2020. Faut savoir que les allocations d'actions ont triplé par rapport au mois dernier pour atteindre une surpondération nette de 31%. Attention lorsqu'on a un optimisme extrême, de la même manière d'ailleurs quand on a un pessimisme extrême. La semaine prochaine, on n'oublie pas qu'il y a quelques petits chiffres des sondages PMI, hein, donc ce sont des sondages auprès des directeurs d'achat pour savoir quelles sont leurs convictions sur l'économie à venir, etc., leur business. On aura une grosse semaine de publication, mais le gros du gros, ça sera la semaine d'après. On aura quand même la semaine prochaine SAP, hein, plus grosse pondération de l'indice allemand DAX. On aura Tesla, Amazon ou encore vendredi Sanofi. Me concernant, messieurs, dames, je vous annonce, alors déjà, ne pas oublier de s'abonner. Merci à tous, hein, maintenant on est plus de 50 000. Merci à tous d'éclater de plus en plus les pouces vers le haut, je vous en remercie infiniment. Mais me concernant, je vais faire une petite pause. Alors pas très longue, ne vous inquiétez pas, mais pendant peut-être un débrief ou deux, je sais pas vraiment encore. N'hésitez pas à suivre l'ensemble de tout ce qu'envoient les coachs sur IVT. Vous pouvez même le faire d'ailleurs de manière gratuite, vous inscrivez gratuitement et de temps en temps, vous avez des notifications en partie gratuites. Comme ça vous permet de voir un petit peu comment fonctionne l'application. Je peux avoir 2-3 infos, etc. En tout cas, merci infiniment. Je vous kiffe, vraiment, communauté de ouf. On se retrouve bien évidemment très très vite. Ciao. Et ouais, il a oublié de parler des cryptos. Et tous ceux qui vont nous faire chier avec les shitcoins et machin, vous allez regarder la vidéo le mercredi, voilà. Et ben voilà, il a qu'à pas oublier aussi lui. Hein.